tous les jours. Donc je suis né à Auxerre, j'ai 33 ans, du coup je suis bourguignon et je suis de l'aine, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est que je suis né dans une famille populaire. Alors j'ai jamais manqué de rien, d'accord? Mais très rapidement, j'ai subi, peut-être pour certains d'entre vous, quelques injustices. Et la première injustice que j'ai rencontrée quand j'étais petit, c'était du coup d'aller chez un copain qui avait une grande maison, une belle piscine, beaucoup de jouets. Et du coup, j'ai juste pas compris pourquoi. Et donc, ça m'a vraiment mis au début en colère. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait un traitement différencié. Et ensuite, je suis arrivé au lycée. C'est à ce moment-là où on m'a parlé de reproduction sociale. Et c'est là où j'étais juste pas d'accord. Sauf que à cette époque, c'est toujours le cas, on s'en moque, on ne se dit pas d'accord. C'est des statistiques, c'est des faits. Et donc, du coup, moi, ça m'a mis en colère. Et donc là, j'ai trouvé ça injuste, l'injustice sociale et économique. Et c'est comme ça que, du coup, que j'ai grandi, que j'ai voulu devenir monsieur bon plan. Je me suis dit, il va falloir que je trouve, faut que je trouve ma mission, faut que je trouve le moyen de m'en sortir, comprendre pour agir, mais aussi aider les autres à agir. Et c'est comme ça que ça fait 10 ans que je fais du conseil en gestion de patrimoine. Alors je l'ai fait en tant que salarié en gestion privée, je l'ai fait en tant que banquier privé, je l'ai même fait en tant que coach professionnel en banque privée, c'est-à-dire que j'accompagne des professionnels, j'ai accompagné et j'accompagne toujours des professionnels sur la partie technique et commerciale, j'ai aussi mon propre cabinet. Et là en 2018, arrive un moment important dans ma vie, que je vais vous partager là, un peu d'émotion mais c'est normal, c'est le décès de mon père, en 2018. En 2018, mon père décède d'un cancer, et là je comprends une chose. Je comprends déjà la mort, vraiment, quand on perd un être cher, on comprend directement que la vie est limitée. On comprend aussi les regrets. Mon père a eu beaucoup de regrets, il m'a exprimé beaucoup de regrets. Et en fait, s'il y a bien un truc que j'ai compris grâce au décès de mon père, c'est que j'attendrai pas les week-ends, j'attendrai pas les réveillés, et j'attendrai surtout pas la retraite pour me faire plaisir. Malheureusement, il est mort l'année de ses 62 ans, donc l'année de son départ à la retraite. Donc à partir de là, je me suis dit, je ne vais pas concilier et attendre plus tard pour me faire plaisir, il faut vraiment que je trouve un métier qui me permette à la fois de me faire plaisir, de me développer. Et donc moi, mes valeurs essentielles pour moi, à son ADN, c'est me sentir utile. Alors mon métier me permet de me sentir utile en accompagnant les clients, en se sentant utile en accompagnant les professionnels, mais aussi être libre. Et pour moi, la liberté est très importante. C'est-à-dire que de travailler où je veux, avec qui je veux. Donc là, c'est assez rigolo parce que vous voyez Maxence, parce que je décide maintenant avec qui je décide de travailler. Où je veux, donc là, c'est assez rigolo parce que ça, c'est sous le tilleul. C'est sous le tilleul de Combreux, c'est une maison que j'ai achetée et que j'ai rénovée. Donc quand j'ai envie d'aller travailler sous mon tilleul, j'y vais. Voilà. Je travaille comme je veux. Donc quand je dis comme je veux, c'est avec les clients que je choisis avec qui je veux travailler. Et puis aussi les compétences que je souhaite développer. Et ça, c'est important pour moi. Et maintenant, du coup, c'est mes axes qui me permettent de devenir qui je veux être. Voilà, je vais laisser maintenant Maxence se présenter. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation. Pour ma part, j'ai 24 ans, je sors d'études il y a 3 mois, jusqu'à PPA, fini en septembre 2023, je n'ai pas encore eu de diplôme, parce qu'on a eu beaucoup de temps pour l'occuper. Et donc pour ma part, moi je viens d'Essonne, d'une famille de fonctionnaires. Ma mère elle travaille à l'hôpital, mon frère il est mécanicien à la RATP. Les deux ils n'ont pas fait pour des études. C'était l'époque où il fallait très vite travailler pour pouvoir s'en sortir et gagner sa vie. Et donc, je ne sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, on m'a souvent posé la question qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras grand? Je pense qu'on nous l'a tous posé. Ma première réponse, c'était président de la République. Sauf qu'en grandissant, je me suis rendu compte que soit il fallait vieux, soit ne plus avoir de cheveux, soit se marier avec une personne âgée pour l'être. Donc je me suis dit, je vais laisser la place à d'autres personnes. Et donc j'ai continué mes études. Mon premier contact avec le commerce, en fait, j'ai monté ma petite entreprise de limoncello. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est de l'alcool italien artisanal que je faisais dans mon garage, que je revendais à ses parents, à mes parents, à tous nos amis. Et je revendais des vrais sous sur leur compte. Donc je revendais ça, et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était plus une passion qu'une envie réelle de faire ce métier. Par contre, ça m'a donné l'envie d'être mon propre patron et d'avoir ma société. Donc j'ai continué les études clairement à vue, parce que je ne savais pas dans quel domaine je voulais travailler. J'ai fait l'UT technique de commercialisation hybride. Là, j'ai aimé la comptabilité, donc je suis parti en bachelor finance à l'INSEC. J'ai fait 1 an d'expertise comptable en alternance. Là, j'ai découvert tout le milieu du conseil, de l'accompagnement des chefs d'entreprise. Je faisais des packs du treuil, vous êtes en ce moment en plus avec des séminaires. C'est exactement ce que j'ai fait pendant 1 an. Et à ce moment-là, pour être expert comptable, c'est 8 ans d'études. J'avais aucune équivalence, donc taper 8 ans d'études à 22 ans, ça m'a clairement empêché. Donc j'ai voulu faire autre chose. Et puis j'ai fait mon mémoire sur la loi Pinel. C'est là en fait que j'ai découvert le domaine de la gestion de patrimoine. Je m'y suis intéressé, je suis rentré à PPA pour le M2 pendant 2 ans. J'ai fait 1 an d'alternance à Boursorama.
où c'était simple au service commercial, je prenais que des appels téléphoniques pour répondre aux questions des prospects. Je n'avais pas le droit de faire du conseil, c'est pas du tout ce qui me convenait. Donc je suis parti, j'avais 2 ans de contrat, je suis parti la première année dans mon ancien cabinet qui est en indépendant sur Paris, dans le 7e. Et là, rebelote, mauvaise expérience, je tombe sur 3 patrons avec aucune humanité. Je faisais, je ne sais pas si vous faites des appels téléphoniques avec vos clients, j'en faisais plus de 1200 par semaine sur les pages web pour prendre des rendez-vous. Je peux vous assurer que c'est une horreur. En un an, j'ai fait 100 000 appels, voilà, je suis traumatisé par ça. Et donc, en fait, je me suis dit, ok, ça c'est leur façon à eux de faire, c'est pas celle que j'ai envie de faire. Donc j'ai cherché, et en cherchant, j'ai trouvé cette opportunité en gestion de patrimoine pour être son propre patron. Donc moi je me suis dit, c'est génial, je peux être mon propre patron, je peux faire ce que je veux sans personne pour me faire chier les règles, clairement. Sans personne pour me dire quoi faire, avec quelle manière de le faire. Et donc je me suis lancé, mars, j'ai créé ma micro-entreprise, en étant toujours étudiant, toujours en alternance dans mon ancien cabinet. Et par contre, je me suis fixé une vraie date de lancement, qui était le 15 septembre 2023, soit juste après ma soutenance de mouvement. Donc en fait, tout ce temps-là, ça m'a permis... Maxence, rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Ça m'a permis plusieurs choses. C'était de prendre tout le temps pour développer déjà mes stratégies que je voulais par rapport à mes clients, développer tous mes discours pour prise de rendez-vous, pour montrer mon activité aux clients. Donc en fait, c'est un gain de temps que l'on a, parce qu'on a clairement du temps en étant alternant. On n'est pas non plus sous l'eau avec que ce soit les devoirs ou notre taf, donc on a largement du temps. Donc ça a été l'occasion, et puis aussi de rentrer dans un groupe où je me fais accompagner par Thomas, et sur lequel aussi on peut développer des équipes. Voici mon parcours. Est-ce que vous avez des questions par rapport à nos deux expériences, à nos 2 parcours, ou c'est clair pour vous? Et bien, pourquoi on est devant vous aujourd'hui? Très bien, merci Maxence. Alors en effet, pourquoi on est là? Et on en a parlé un petit peu ce matin, donc je me rapproche du coup du Teams. N'hésitez pas en effet sur le chat à même nous dire si vous voulez poser des questions et qu'on soit plus proche. Pourquoi on est devant vous aujourd'hui? Alors, c'est important d'avoir en tête que là, on va parler du coup de façon d'exercer le travail, d'accord? Si je vous donne un chiffre, si je vous donne, 48%. À votre avis, on parle du coup de travail, on parle de 48%, qu'est-ce que ça pourrait être? Pardon? Les personnes qui font ce qu'elles aiment dans la vie. Eh ben, c'est intéressant parce que, j'allais dire, c'est malheureusement l'opposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 48% des salariés qui sont en détresse psychologique. Alors, quand je dis ça, ça veut dire que concrètement, là, vous êtes plus d'une trentaine, il y a 15 personnes en tant que salariés qui connaissent malheureusement la souffrance au travail. J'ai été salarié, j'ai eu malheureusement aussi des périodes de souffrance au travail. C'est important de libérer la parole. Moi, voilà, il y a eu des choses qui m'ont mis en difficulté. Certains managers, comme on dit, un peu toxiques. Alors, bon, c'est en fonction de la position de la personne, mais j'avais des personnes qui faisaient des critiques récurrentes ou inappropriées, un manager qui te dit fais ce que tu veux, mais qui te tacle au premier écart. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, malheureusement en France, c'est une étude d'octobre 2023, 1 salarié sur 2 est en souffrance. Et je pense que c'est important d'avoir en tête parce que si vous l'êtes, sachez que ce n'est pas une fatalité, sachez que c'est important d'en parler, mais c'est aussi important de savoir et de comprendre d'où ça vient. D'accord? Et en fait, pour ça, on a identifié, alors ce n'est pas nous, mais c'est des études, c'est les 5 facteurs qui font que le travail est supportable. Et c'est important de les avoir en tête et c'est important de les avoir en marqueur pour vous sentir aussi évoluer et du coup vous épanouir. Le premier, c'est la qualité des liens sociaux. C'est important de travailler avec des gens avec qui on a plaisir à travailler, avec qui on a plaisir à avoir des échanges. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et malheureusement, parfois, on voit qu'on a des collègues qu'on apprécie et que comme toute vie évolue, il y en a qui partent, il y en a qui viennent. D'accord? Donc ça, c'est important de surveiller en tout cas ce premier critère-là. Le deuxième, ce que j'appelle le non-abrutissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est important d'avoir des tâches qui ne font pas perdre le sens de ce qu'on fait. Quand on fait des tâches répétitives qui n'ont pas de sens, du coup, ça peut créer aussi une certaine forme de mal-être. Donc ça, c'est important d'avoir en tête. Troisième point, c'est l'épanouissement. Ça veut dire de ne pas avoir l'occasion de se développer au contact de son activité. Le travail peut être perçu comme émancipateur dès lors que justement on a la capacité de pouvoir s'émanciper, de monter en compétence, de progresser, de développer du coup sa personne et sa puissance. Le temps libre. Quand je dis temps libre, c'est la capacité de pouvoir en jouir,
Pourquoi je dis ça? Parce que ça m'est arrivé, ça peut vous arriver, ou des personnes autour de vous, c'est qu'il y a des personnes qui attendent le week-end pour profiter, mais quand ils sont en week-end, ils sont épuisés, ils sont fatigués. Quand ils partent en congé, c'est pour dormir. Et donc, ça, c'est important de se dire que c'est aussi un critère qui est important, c'est pouvoir avoir du temps libre, mais de profiter de ce temps libre. D'accord? Et ça, c'est important d'avoir en tête. Et le dernier point, c'est la reconnaissance du travail accompli. Vous travaillez, vous apportez de la valeur. D'ailleurs, on en reparlera juste après avec les modèles d'affaires. C'est bien parce que vous apportez de la valeur que vous avez une rémunération. D'accord? Et du coup, du travail que vous accomplissez, il est important, on en a tous besoin. Vous, nous, c'est de la reconnaissance du travail accompli. Et donc, en fait, ces critères-là, c'est quand même des critères à avoir en tête que vous devez garder. C'est un peu comme des totems, des boussoles que vous devez surveiller régulièrement pour vous assurer que ça va pour vous, d'accord? Ou même pour des personnes autour de vous que ça va pour elles, si c'est des personnes du coup qui vous sont chères, d'accord? Mais ça, c'est le minimum, en fait. Ça, c'est pour que le travail soit supportable. Nous, ce qu'on vous invite aussi à avoir, c'est pour avoir un travail qui vous ressemble, quelque chose qui vous permet de vous émanciper, c'est de trouver votre pourquoi. Quand on dit pourquoi, moi, je l'ai trouvé, vous l'avez entendu avec l'histoire que je vous ai racontée, c'est avec la mort de mon père. Moi, le pourquoi, c'est quoi? Eh bien, du coup, c'est déjà de me sentir libre. J'ai besoin de choisir les gens avec qui je travaille. J'ai besoin de savoir, de pouvoir travailler où je veux, quand je veux, avec qui je veux, comme je le veux. Pour moi, c'est important, ça. C'est peut-être pas important pour vous, mais en tout cas, moi, je sais que c'est important pour moi. Ça c'est en fonction du modèle dans lequel j'évolue. Et c'est pour ça que, malheureusement, pour moi, je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais en tout cas, pour moi, c'est pour ça que le salariat, parfois, me fait souffrir. En tout cas, m'a fait souffrir. Mais aussi, c'est en fonction du métier. Moi, je sais que j'ai besoin de me sentir utile. J'ai besoin de me sentir utile à moi, à ma famille, mais aussi aux autres. Et c'est pour ça que ce métier est aussi quelque chose qui me correspond. Donc ça, c'est mes pourquoi. Et je sais que dès lors que je veille à ces pourquoi, et ben du coup, je serai sur la bonne voie. Vous, c'est pour ça aussi que je vous invite à chercher vos pourquoi. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce qui vous met en joie pour vous? Et ensuite de surveiller du coup ces boussoles pour pas du coup tomber dans une détresse sur laquelle malheureusement vous pourrez parfois rester et j'espère en tout cas en sortir si c'est le cas. En tout cas, on est là aussi pour ça. Et du coup, je vais laisser maintenant la parole à... Et justement, pour revenir sur le pourquoi, le pourquoi, c'est quelque chose qui est ancré en nous. C'est souvent lié à votre histoire personnelle, à votre parcours. Pour Thomas, à partager aussi un clip de décès de son père. Moi, mes parents, ils rentrent à 23h tous les soirs. Je n'ai pas pu en profiter pendant 10 ans. Bien, dans mon travail plus tard, je veux pouvoir profiter de ma famille. Donc, il faut que j'arrive à faire un travail où je peux me débrouiller comme je veux. Aujourd'hui, je suis là, demain, je suis en vacances. Je fais absolument ce que je veux. Et ça, c'est le plus important pour moi. C'est de pouvoir être libre et avoir cette vraie liberté. Justement, par rapport à ça, qui rêve aujourd'hui la main levée, et n'hésitez pas dans le chat aussi à lever la main, qui rêve de monter sa boîte, que ce soit maintenant ou plus tard, qui en a déjà eu envie? Nous. Toi aussi. Et donc justement, ça, il y a un vrai sujet là-dessus. On a tous nos raisons et justement, c'est lié à ce pourquoi, le fait de vouloir monter sa société. Mais ensuite, il y a un parcours type qui existe avant de monter sa société. Mais rassurez-vous, ça c'est OK, c'est normal, tout le monde nous le dit. Moi, mes parents me l'ont dit quand je leur ai annoncé en mars que je me lançais. Ils m'ont dit, attends, je ne vais pas le faire tout de suite, je ne vais pas un peu prendre ton temps. Le parcours type, c'est quoi? C'est d'abord de prendre de l'expérience, de rouler sa bosse très clairement, pendant une petite période pour pouvoir ensuite se sentir à l'aise avec ses clients. Ensuite, ça va être de se faire de l'argent, de commencer à se faire un réseau, parce que sans réseau, très clairement, on va nulle part. Et seulement après vient le fait de créer sa société. Ça va nous prendre combien de temps? 5, 10 ans. Je pense que vous avez à peu près comme moi 24 ans par là. Ça nous emmène tout de suite sur 30, 35 ans. Voilà, ça vous emmène chez Thomas. À ce moment-là, où vous voyez? Sûrement en couple, sûrement avec des enfants, sûrement avec une maison. Est-ce que vous pensez que c'est à ce moment-là qu'il est le plus opportun de prendre de risques avec un crédit sur le dos, des enfants à nourrir, sûrement un chien? Parle pas de moi, même si j'adore mon chien. Sûrement, donc, le chien, les vacances à gérer, et surtout tout le temps que vous voulez accorder à votre famille pour pouvoir vous épanouir. C'est peut-être pas à ce moment-là qu'il faut prendre le plus de risques. Et oui, et merci, parce que du coup, il a totalement raison, dans le sens où faut bien peser le pour et le contre. Vous savez, on parle souvent de bénéfice-risque, d'accord? Et souvent, je pose la question, c'est quand on a le moins à perdre, on peut tout tenter. Alors attention, après, chaque histoire est individuelle et personnelle. Et justement, dans cette idée, quoi qu'il en soit, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, il va falloir choisir entre un moindre mal. Je répète, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, c'est-à-dire que le choix de carrière, il va falloir décider entre un moindre mal. Soit la douleur de la discipline, soit celle du regret. Et en fait, on dit souvent que la discipline pèse des grammes
le regret pèse des tonnes. On dit souvent que la discipline peut être ponctuelle et éphémère quand le regret est définitif et lourd. Malheureusement, j'en ai parlé tout à l'heure avec le décès de mon père. Et vous savez que c'est même documenté, hein, les personnes en fin de vie qui savent qu'ils vont mourir. Il y a 3 grands regrets qui ressortent. Et pour nous, c'est important. Moi, je sais que ça m'a permis aussi de m'aider à passer à l'action, de m'aider à prendre mes décisions. Les 3 plus grands regrets, le premier regret, du coup, c'est de ne pas avoir eu le courage d'avoir une vie qui me ressemble. De ne pas avoir eu le courage ou l'audace d'essayer quelque chose qui me tenait à cœur. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Le deuxième plus grand regret, qui est le plus largement partagé, c'est de trop travailler. C'est-à-dire que j'ai passé tellement de temps au travail que je n'ai pas vu grandir mes enfants, que je n'ai pas pu explorer mes passions, que je n'ai pas pu partager juste du temps avec des gens que j'aime. Et ça, c'est aussi important parce que, et c'est pas, vous verrez que c'est pas que en tant qu'entrepreneur qu'on travaille beaucoup. Malheureusement, en tant que salarié, je crois peut-être parfois plus travailler qu'en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est aussi important de l'avoir en tête. En tout cas, ces 3 regrets, j'aimerais vraiment que vous les compreniez, que vous les entendiez, parce que c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a une seule chose qu'on sait, on en parle souvent en plus en gestion de patrimoine, c'est que la seule probabilité qui est certaine, c'est la mort. Et que du coup, compte tenu de ça, ne nourrissez pas de regrets parce que vous allez du coup, malheureusement, comme je l'ai vu avec mon père, vous en apercevoir trop tard. Et il y a aussi, du coup, sur cette partie-là, du coup, une transition que je voulais faire avec Maxence sur… Justement, moi, j'ai un regret à vous partager qui est aussi lié à mon enfance. Quand j'étais petit, je faisais du foot, j'étais gardien de but. Rassurez-vous, j'ai pas fait les ligaments croisés. J'ai juste eu plusieurs maladies du genou. Et je devais partir en centre de formation avec Clairefontaine pour faire la formation de gardien de but. Malheureusement, je n'ai pas pu. Et là, récemment, au jour de l'an, j'étais avec mes anciens coéquipiers. Et on s'est dit, mais t'imagines le bon vieux temps, comment c'était tous les week-ends et tous les jours. En fait, on était dehors en train de jouer au foot, très clairement. J'étais presque jamais à l'école. On était tout le temps en train de jouer au foot. Et donc, on s'est dit, mais imagine la vie qu'on aurait eue si finalement on était parti en centre de formation. On en serait où aujourd'hui à 24 ans? Je ne dis pas que je serais Mbappé, très clairement, mais où on en serait à ce moment-là, quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est un regret. Et ce regret, il est souvent lié à des peurs. La peur de l'isolement, que ce soit de se couper de ses amis, et surtout de sa famille aussi quand on a 12 ans. Parce que c'est facile de dire, je me casse et vous ne me voyez plus, je reviens que les week-ends. Pas forcément. Donc tout ça, c'est lié à des peurs. Justement, nous, on va vous partager les nôtres par rapport à notre activité. Mais avant ça, on aimerait savoir, vous, quelles sont les craintes que vous pouvez avoir à l'idée simplement du changement. Du changement général. Peur de l'échec. Ouais. Ok, donc la sécurité de pouvoir avoir son revenu tous les mois. Ok, est-ce qu'il y a d'autres craintes que vous pourriez avoir si demain je vous dis, vous lancez votre boîte? L'âge? Ok. Ok. C'est très bien. N'hésitez pas aussi sur le chat, je ne sais pas si on voit du coup peut-être le… Là, du coup, je ne sais pas si vous entendez bien sur le chat, du coup, on a eu l'échec, on a eu l'instabilité financière, on a eu la crédibilité. La crédibilité. Et du coup, j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est même plutôt simple, du coup, de pouvoir mettre des noms sur des choses qui nous font peur. Et vous allez voir qu'entre Maxence et moi, du coup, on a les mêmes que vous. Nous sommes nous aussi des humains et justement après il y a un travail de décomposition, mais du coup je laisse Maxence. Exactement, moi je suis dans vos tranches d'âge très clairement, donc j'ai eu ces peurs-là. J'ai eu la peur de me dire, est-ce que déjà j'ai le réseau nécessaire? Parce que sans réseau on fait rien. Ensuite, il y a eu la peur, un peu ce syndrome de l'imposteur, je sors d'études, est-ce que mes clients ils vont pas me dire, attends Mino, t'es encore assez jeune, détends-toi, quoi. Ça c'était une vraie crainte de se dire, est-ce que je vais pouvoir leur montrer les compétences que j'ai acquises pour pouvoir les accompagner. Ensuite, il y a la crainte de comment engager ses clients. Elles sont liées les deux. Vu qu'on est jeune, comment on va réussir à engager un mec qui a 40 ans? Très clairement, il va nous dire, attends, toi tu sors d'école, t'as rien à m'apprendre, quoi. Je regarde sur Internet, tu vas me ressortir la même chose. Donc là, il y a un réel enjeu, et pour moi, c'était une vraie crainte. Ensuite, il y a eu la crainte de comment obtenir de nouveaux rendez-vous, parce que quand on se lance, le nerf de la guerre, c'est les rendez-vous. Tant qu'on n'en a pas, on est sûr d'une chose, c'est pas avancer. Donc ça, c'était une vraie crainte pour moi. Et puis, il y avait aussi une crainte de comment faire pour gagner de l'argent et surtout à partir de quand. Parce que c'est cool, j'ai le chômage derrière qui me fait mon matelas de sécurité, mais une fois que le chômage s'arrête, comment je vais faire pour vivre tous les jours, quoi. Donc ça, c'est aussi une vraie crainte. Ça, c'est les miennes. Elles le sont encore aujourd'hui, elles ont un peu évolué, mais elles sont toujours présentes. Et toi, Thomas, quelles sont les tiennes à l'idée de ce 4e changement de vie? Alors, moi aussi, j'en ai, d'accord, j'en ai très clairement. Je crois que c'est peut-être pas l'apanage de Thomas, mais en tout cas, moi aussi, j'ai peur de l'échec.
J'ai peur de l'échec, mais du coup, dans la peur de l'échec, il y a surtout la peur du jugement et du regard de l'autre. C'est-à-dire qu'en échouant, je me dis, ouais, je vais être jugé, je vais être critiqué. Et c'est possible. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, échouer, c'est apprendre, ne rien faire, c'est perdre. Échouer, c'est apprendre, ne rien faire, c'est perdre. Donc ça, c'est important. En fait, il y a des choses comme ça, des mantras que je me suis donné pour me dire, bah oui, c'est possible, mais justement, il y a des vertus de l'échec. Je ne rentrerai pas dedans, mais je peux vous conseiller un formidable podcast de Charles Pépin sur les vertus de l'échec. Donc ça, c'est même plutôt une bonne nouvelle d'échouer. En tout cas, la grande réussite passe par de grands échecs souvent. Une des deux autres peurs que j'ai, c'est en fait la peur de manquer de courage. La peur de manquer d'audace. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose que j'ai eu issu du décès de mon père. C'est que pour devenir qui on veut être, ça demande du courage, ça demande de l'audace, ça demande de pouvoir oser, de tenter des choses, d'aller dans l'inconnu et de pouvoir, oui, peut-être être critiqué, mais si c'était ça, je ne serais pas aussi devant vous aujourd'hui. Et enfin, je pense que c'est l'une des plus grandes peurs qui a vraiment été catalysée, et je pense que vous l'aurez bien compris, et je le répète encore une fois avec le décès de mon père, c'est que maintenant j'ai compris que la mort existait, qu'elle frappait tout le monde, et du coup maintenant j'ai peur de la mort. Mais quand je dis peur de la mort, c'est que finalement je me dis, j'ai peur de mourir sans avoir osé être qui je peux être, qui j'ai envie d'être. Et en fait, je crois que cette peur-là, elle est supérieure aux autres. C'est-à-dire que maintenant que j'ai ça, bah, je me dis, bah, de toute façon, il faut tenter des trucs. Ose quelque chose. Et puis au pire, si tu échoues, bah, c'est pas grave. Il y a les vertus de l'échec, c'est aussi bifurquer, retenter, apprendre des choses. Pour celles et ceux qui le savent, j'ai eu un premier cabinet. Donc du coup, j'ai appris ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, statistiquement, je suis même convaincu, bah, j'ai encore moins de chances d'échouer. Pourquoi? Parce que j'ai appris. Échouer, c'est apprendre, ne rien faire, c'est perdre. Il y a aussi une croyance que je voulais vous partager, parce que je la partage souvent aussi avec vous les étudiants, en tout cas tous les professionnels que je rencontre, c'est qu'avant, j'ai une croyance limitante, vous savez, c'est un terme un peu à la mode, la croyance limitante, c'est important, comme les peurs, de bien les définir. Moi, ma croyance limitante était les vendeurs sont des escrocs. Pour moi, et en fait, ça ne vient pas de moi, je l'ai hérité de mon père. Mon père m'a très tôt mis dans la tête que les vendeurs sont des escrocs, parce que malheureusement, il a eu une très mauvaise expérience. Du coup, j'en ai fait mienne, sauf que du coup, c'était très compliqué pour moi, parce que dans un métier où, pour être utile, il faut aussi savoir aider les gens à acheter et prendre des décisions financières, c'est très compliqué. Donc c'est aussi important de déconstruire ces croyances-là pour passer au-delà. Puis surtout, il y a une chose sur laquelle il faut revenir, c'est qu'en finance comportementale, on voit le danger 2,5 fois plus grand qu'il ne l'est en réalité. En fait, notre cerveau, il nous protège. C'est que dès qu'il y a un danger, il y a quelque chose, eh bien, il se focalise sur ça pour éviter de tomber dedans, et il ne va pas forcément essayer de trouver des solutions. Ça s'appelle le biais d'aversion à la perte. On le dit souvent à nos clients, vous avez plus peur de perdre que de gagner, très clairement. C'est pareil pour vous, c'est pareil pour nos clients, c'est pareil pour nous. On a toujours plus peur de perdre quelque chose de ce qu'on peut gagner réellement de l'autre côté. En fait, c'est là où il faut faire tout le travail et toute la réflexion pour essayer d'avancer. Je pense que vous savez tous faire du vélo. Quand vous avez appris, la première chose que vous apprenez, c'est pas de regarder la roue qui est devant vous, mais c'est de regarder plus loin. Donc en fait, quand on se focalise sur l'objectif qui est le plus proche, eh bien on va se ramasser. Par contre, si on lève le regard et qu'on va chercher plus loin, on va aller à 20 mètres au premier arbre. Une fois qu'on l'a atteint, on va aller à celui qui est à 200 mètres, et ainsi de suite. En fait, l'idée, c'est de se concentrer sur nos ressources et pas sur nos manques, très clairement. Exactement, et du coup, cette partie-là, toi aujourd'hui, maintenant que tu es de l'autre côté de la barrière, parce que du coup tu avais tes peurs avant de lancer ton cabinet, maintenant tu t'es lancé, quelles sont peut-être ces peurs du coup qu'on peut voir, qu'on rétrécit en tout cas? Alors moi, c'était très clairement comment faire pour obtenir de nouveaux rendez-vous. Vous l'avez compris, j'ai été traumatisé par l'appel téléphonique. Aujourd'hui encore, ça sonne, j'ai peur de décrocher, tellement je suis traumatisé par ça. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était la tâche la plus impactante. Et toutes ces craintes-là, elles sont liées. Parce qu'en fait, comment faire comment je sais quand je vais gagner de l'argent? Je suis sûr d'une seule chose. Tant que je ne fais pas de rendez-vous, je ne vais pas gagner de l'argent. Plus j'en fais, plus je me rapproche du fait de gagner des commissions et d'avoir de l'argent dans ma poche. Donc tout ça, en fait, c'est assez lié. Et puis, là, premier mois d'activité, j'ai fait 12 premiers rendez-vous, qui est quand même pas mal. En 3 mois, j'ai fait une trentaine de rendez-vous. Là, j'en ai déjà 6 de prévus sur début janvier. Donc c'est pas mal. Et puis l'objectif fin d'année, c'est de faire 1,2 million de volume d'affaires. Là, j'en ai 140 000 qui est signé actuellement, quoi. Donc ça montre justement la possibilité qu'il y a sur tout ça. Et puis le secret de l'action, très clairement, c'est de s'y mettre. Ça, c'est pas de moi, c'est pas de Thomas, c'est de Blaise Pascal. Au bout d'un moment, il faut arrêter de réfléchir, il faut poser son cerveau sur la chaise qui est à côté de vous, et il faut foncer. C'est aussi simple que ça. Justement, par rapport à ça, il existe plusieurs modèles d'affaires. Est-ce que vous les connaissez?
Oui, parce qu'on est quand même en école de commerce, on est quand même aussi pour parler du coup de business, modèle d'affaires. Déjà, qu'est-ce qu'un modèle d'affaires? Un modèle d'affaires, c'est assez simple. C'est en fait le statut que vous avez. Aujourd'hui, vous êtes alternant salarié, pour la plupart. C'est en fait tout ce qui vous entoure. C'est votre structure, votre hiérarchie, soit vos N+1, N+2 et même le grand patron qui est tout en haut. Tout ça, c'est votre structure qui vous permet de créer de la richesse, qui vous permet de faire de la production tous les jours. Voilà ce que c'est qu'un modèle d'affaires. Et concrètement, les modèles d'affaires, merci, on va les comparer ensemble parce que c'est important de remettre du coup les choses dans leur contexte. Et donc en fait, le modèle d'affaires, ça se traduit par un statut. Concrètement, de manière très simple, soit vous êtes salarié, soit vous êtes non salarié. En termes de modèle très classique aussi, ça se ramifie par du coup des statuts. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit jeu ensemble. On va essayer d'identifier en fonction de la partie création de richesse. Alors, quand je dis création de richesse, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous êtes payé, c'est parce que vous créez de la richesse, vous créez de la valeur. Et ensuite, cette valeur, il y a ce qu'on appelle un partage de cette valeur, qui ensuite se redescend en termes de rémunération. D'accord? On va prendre un exemple très classique et pratique. J'ai mis 100, l'indice 100, imaginons que vous créez 100 patates. Hein, vous êtes agriculteur, vous arrivez à récupérer 100 patates. On va mettre des modèles en face et vous allez devoir identifier du coup quels sont les modèles d'affaires qu'il y a derrière. Imaginez-vous qu'il y a un modèle où sur 100, il y a 30%, donc imaginons que c'est 100 patates là, il y a 30%, donc 30 patates qui vous revient à vous en tant que producteur, c'est vous, et 70 qui remontent à la structure. D'accord? Soit, alors, donc déjà, quel pourrait être le nom de ce modèle-là? Ce serait quoi? Oui? Alors, sous-traitance. Sous-traitance, ouais, alors du coup, on a fait une structure, mais on a dit soit finalement, il y a le statut classique, on est exactement le salariat, d'accord? Et si on regarde de l'autre côté, ici, là, vous avez un autre modèle d'affaires, là, ça serait quoi? Exactement, l'entrepreneuriat, le salariat. Alors, vous voyez quoi? Vous voyez deux choses. La première, c'est qu'en effet, là, il y a une structure, donc il y a une clé de répartition entre soi et la structure, et que là, il n'y a pas de structure. Du coup, on est seul. On voit surtout aussi quoi? C'est que, en absolu, on a une pyramide qui est beaucoup plus haute ici. Et pourquoi, à votre avis, ici, on arrive à créer moins de valeur en absolu qu'ici? Parce qu'en effet, il n'y a pas la structure. C'est-à-dire que, imaginons, on reprend notre exemple de je suis agriculteur, je vais récolter des patates, entre ceux qui va semer, celui qui va arroser, celui-là qui va entretenir, celui qui va récolter, forcément, quand on est tout seul et qu'il faut faire tous ces métiers-là, forcément, on peut couvrir une moins grande surface, on peut aller, du coup, concrètement, comme on dit, prendre moins de parts de marché. Alors que quand on est ici, forcément, on a tout le support, toute la structure qui nous aide. Ok? Donc ça, en effet, c'était pour remettre un peu les choses comparativement de manière grossière dans leur contexte. Ok? Et maintenant, si je vous dis, imaginez un modèle où on peut à la fois avoir la liberté de l'entrepreneur, la rémunération qui est par nature du coup volatile mais surtout illimitée, d'accord? Et à la fois la structure qui va vous permettre du coup de pouvoir vous supporter pas à pas, étape après étape, pour aller justement augmenter vos parts de marché. Est-ce que vous pensez, déjà que ce modèle existe? Ok. Et il s'appelle comment? Alors, le freelance, la profession libérale, elle est dans l'entrepreneuriat là ici. Là, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir le meilleur des deux mondes. Donc, en effet, être libre et avoir du coup cette capacité de générer ta valeur et de récupérer 100% de cette valeur, comme tu l'as dit, freelance, entrepreneuriat, mais à la fois d'avoir le support et le soutien d'une structure. Oui? Attends, pardon, parce que du coup, ça, Thomas, j'ai entendu mon affaire. Oui, vas-y, derrière. Ouais. En effet, il y a un système de franchise. Chef d'entreprise, on en arrive là. Donc en fait, oui. Exactement. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en effet, il y a cette possibilité d'avoir des systèmes alternatifs. En tout cas, c'est des systèmes hybrides. C'est le système que nous avons choisi avec Maxence pour développer notre activité. Moi, pour le coup, entre guillemets, j'ai goûté un peu des deux mondes, donc ça permet de savoir les avantages et inconvénients de chacun des mondes, d'accord? Et vous voyez que là, avec Maxence, nous sommes dans un réseau qui s'appelle un réseau du coup d'entrepreneurs, qui à la fois permet du coup d'aller chercher de la richesse en absolu, donc avoir du coup un réseau et un soutien qui nous aide justement pour toutes les parties démarches et productives commerciales réglementaires,
mais à la fois, comme vous le voyez, aussi une structure qui permet quand même de nous accompagner et d'aller plus loin. Mais avec une clé de répartition, comme vous le voyez, qui est quand même très nettement différente. Et justement, ce qu'on vous propose, c'est de rentrer un peu plus dans le détail. Là, l'idée, c'est de vous ouvrir les chakras, d'avoir d'autres options, d'autres façons de faire, que de manière très manichéenne, noir ou blanc, rouge ou noir. Ok? On va aller un peu plus loin, on va rentrer un petit peu, on va soulever le capot ensemble. Okay. Concrètement, si jamais demain, on a vu qu'il y a pas mal de mains qui se sont levées, si vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, pour les raisons qui sont les vôtres, notamment pour créer votre propre cadre et, comment dire, tendre vers vos pourquoi. Concrètement, ça je l'ai vécu. On est tout seul, ça avance, on a nos premiers clients, parfois c'est dur, mais du coup on avance. Sauf qu'au bout d'un moment, on stagne. Et pourquoi on stagne? Parce qu'on est tout seul. Ma force de travail, c'est 8 heures par jour. Même si je travaille 10, 12, 15 heures, il y a un moment où je vais arriver de quoi? Je vais arriver où je vais tomber malade. Et malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, il y a un été, je tombais malade, et quand ça se passe, c'est pas si, c'est plutôt quand, on va avoir une activité qui va s'arrêter. Et donc, du coup, à partir de là, malheureusement, vu que la création de richesse ne reporte que sur mes épaules, et ben, du coup, mon chiffre d'affaires plonge. Ça peut être la maladie, mais ça peut être aussi envie d'avoir des enfants. Ça peut être aussi envie de partir en vacances. Ça peut être aussi juste avoir envie de lever une pipe, en fait. C'est possible. Et bien justement, dans le modèle hybride dans lequel nous sommes avec Maxence, notre réseau d'entrepreneurs, il y a cette capacité justement de pouvoir développer ce qu'on appelle des équipes. Ce n'est pas ce qu'on appelle, c'est des équipes. Ça veut dire qu'on va accompagner, manager, coacher les personnes, et que cet accompagnement, ce coaching, d'accord, eh ben, va nous permettre de toucher un tout petit pourcentage de leur réussite. J'insiste, un pourcentage de leur réussite. Et dès lors qu'on a intégré à leur réussite, et ben du coup, on a tous les intérêts du monde du coup à justement l'aider pour qu'il se développe et qu'il réussisse. Et on va commencer du coup à percevoir une petite rémunération uniquement sur sa réussite. Et donc d'année en année, forcément, ça va se démultiplier. Et vous allez voir chiffre à la clé. C'est pas juste un petit chapeau comme ça. Et au bout d'un moment, bah forcément arrive ce qui doit arriver, soit une envie de prendre le temps ou malheureusement une maladie possible. Et auquel cas, bah, du coup, cette rémunération d'équipe permet justement de compenser tout ou partie. Ça, c'est beau. Vous allez me dire, Thomas, t'es gentil, c'est joli, mais ça, c'est la théorie. Est-ce que vous avez envie de voir des chiffres? Est-ce que vous voulez voir des chiffres? Ils arrivent. Ça, c'est le portefeuille, l'évolution d'une personne qu'on connaît avec Maxence, qu'on côtoie, qui est ça de là. Et c'est même une moyenne de la réussite de certains, de la moyenne de personnes qui sont dans les entrepreneurs dans lesquels nous sommes. Ça veut dire moyenne, ça veut dire qu'il n'y a pas tout le monde qui fait ça, mais dès lors qu'on accepte, qu'on rentre dans cet accélérateur de business que nous sommes avec Maxence, et ben du coup on arrive à faire quoi? On arrive à forcément développer son chiffre d'affaires. Donc c'est vrai qu'au début, au début, le temps de trouver ses clients, de faire son compte de commerce, de se développer, et ben le chiffre d'affaires décolle pas ou peu, ok? Par contre, une fois qu'on décide de développer l'équipe, alors oui, il a décidé de le faire la 3e année, mais bon, j'aurais pu commencer à la 1re année, et bien du coup, qu'on va commencer à accompagner, coacher et développer des personnes, on voit que le nombre de personnes, 4 personnes, 8 personnes, 8 personnes, et bien du coup, leur réussite permet du coup d'avoir, je rappelle, un tout petit pourcentage de la réussite, et après, du coup, nos équipes nous dépassent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, du coup, une fois que là, en l'occurrence, il a plus de 400 personnes à date, bon, bah, c'est plus lui qui coach les 400 personnes, c'est les 400 personnes qui se coachent, et puis lui, il fait l'animation d'équipe. Mais il a aussi toujours sa production à côté. Très clairement, ce mec-là, aujourd'hui, il ne peut plus gérer le développement de son cabinet parce qu'il se fait tout seul. C'est-à-dire que lui, là, il vient de s'acheter un chalet à la montagne, il est open bar, il fait absolument ce qu'il veut. Il part en vacances toute l'année, prend 330 000. Elle est belle l'histoire. Moi, je veux y aller. Hein. On ne dit pas que tout le monde arrive à faire ça, en tout cas, c'est une moyenne. Dès lors que nous, on est dedans et qu'on fait l'accélération, on voit. C'est pas le cas de tout le monde. D'accord? Mais en tout cas, là où je veux en venir, gardez ça en tête. C'est que, et vraiment, c'est l'objectif de cette conférence, c'est pas vous dire on est plus beau, on est plus fort. Juste, c'est le monde n'est pas manichéen. Le monde ne se divise pas entre les salariés et le mec que vous connaissez tout seul à passer ses journées à passer des costumes parce qu'il est entrepreneur. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Ok? Justement, là, on a vu le modèle d'affaires, on a vu les chiffres, on en a un peu parlé. Mais il y a un marché en face de nous qui nous attend. Donc, on vous a recensé les 3 plus grandes préoccupations qui reviennent, que ce soit dans nos rendez-vous à Thomas et à moi, mais aussi à ceux du réseau. Donc, la première, c'est d'acquérir un bien immobilier. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie de dormir dehors. Donc, c'est quand même la plus grosse préoccupation. La deuxième, c'est préparer ou profiter de la retraite. Vous l'avez entendu, l'année dernière, il y a eu cette réforme.
notre génération n'aura sûrement pas de retraite de la part de l'État. Donc si on n'y réfléchit pas assez tôt, on va se retrouver à 64 ans avec du temps libre énorme et pas de ressources pour pouvoir s'occuper. Donc là, il y aura un sujet. Et la dernière, c'est financer les études des enfants. Vous êtes en école de commerce, je l'ai été avant vous il y a 3 mois, ça coûte 8 000 € une année. On avait fait de l'alternance, vous comme moi, c'était gratuit, c'était l'employeur qui payait. Pour ceux qui sont en formation initiale, 24 000 € pour 3 ans. Soit ils font un crédit et donc ils s'endettent sur au moins 5 ans après leurs études, soit leurs parents qui sont derrière et qui peuvent les aider. Donc là, il y a aussi un réel besoin de la part des épargnants. Mais surtout, 72% des Français qui estiment payer trop d'impôts. Je pense qu'autour de vous, que ce soit des anniversaires, repas de famille, vous avez déjà quelqu'un qui a dit « Ah, je paye trop d'impôts, franchement c'est chiant ». Vous en avez tous un en tête, à mon avis, qui doit vous venir. Donc là, il y a un réel sujet aussi, c'est assez confiscatoire en France. Deuxième, donc, c'est cette baisse de revenus. Si demain, je vous annonce que votre dernier salaire il est divisé par 2, comment vous réagissez? Vous allez vous dire, bah, là, je suis un peu dans la merde, je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux. Très clairement. Et puis surtout, 40% des épargnants ne considèrent pas leur conseiller bancaire comme un partenaire pour les accompagner dans ces projets-là. Soit parce qu'ils se sentent meilleurs qu'eux, parce qu'ils vont chercher sur Internet, on tape comment investir en 2024, il y a plein de trucs qui ressortent, les mecs ils pensent qu'ils sont des experts parce qu'ils ont vu 5 articles. Donc il y a un réel sujet, il y a un réel besoin d'expertise aussi, c'est pour ça qu'on est là. Donc en fait, il y a un besoin, il y a un réel besoin d'accompagnement sur tous ces sujets-là, et surtout, est-ce qu'il y a un marché par rapport à nos concurrents? Ça, je vais laisser Thomas en parler. Oui, parce que maintenant qu'on s'est dit, ok, mais ça vous le savez, j'ai envie de dire, si vous êtes là, j'ose imaginer que vous savez que les gens ont besoin d'être conseillés. J'ose imaginer, d'accord? Maintenant, la question, c'est de se dire, mais est-ce qu'il y a encore de la place pour nous, les conseillers? C'est-à-dire que nous, vous l'avez compris, on veut trouver nos clients. Et donc, on va faire un calcul qui est très simple ensemble, vous allez voir. En France, il y a à peu près 33 millions d'épargnants. Quand je dis 33 millions d'épargnants, c'est vous, c'est moi, c'est vos collègues, c'est votre famille, c'est vos potes. Bref, c'est des personnes qui ont un salaire et qui peuvent mettre un peu d'argent de côté. Ok? Ils sont 33 millions. Pour celles et ceux qui peut-être travaillent en banque, vous savez qu'à partir de 300 clients, c'est le bout du bout, on ne peut plus accompagner. Même avec 300 clients, on est d'accord pour dire que de toute façon, accompagner tout le monde, c'est impossible. Ok? Donc je vais faire un calcul très simple. 33 millions divisé par 300. On va dire une personne max dans un portefeuille. Ça fait combien? Ça fait 110 000 conseillers. S'il faut accompagner 33 millions, avec maximum 300 personnes par portefeuille, il faut 110 000 conseillers. À votre avis, il y a combien de conseillers en France? Combien? 15 000. Qui dit moins? Qui dit moins? Qui dit moins? 6 000. Exactement, il y a 6 000 personnes. Donc il y a besoin de très arithmétique, 110 000, il y en a 6 000. Donc le trou dans la raquette, il n'est plus comme ça, il est comme ça. Il y a besoin de 104 000 personnes. Et encore que, on ne compte pas les personnes qui ont à la fois un conseiller bancaire et un CGPI. Ça arrive de temps en temps. Pour preuve, en Allemagne et en Angleterre, ils sont 11 fois plus. Donc la question, ce n'est pas de savoir si, c'est-à-dire que même si nous tous, là, on se lance, autant dire qu'on ne va pas se marcher dessus. Donc ça veut dire que l'idée, c'est qu'il y a de la place. Ça veut dire qu'il y a le marché. Maintenant, la question, c'est comment on y va. Et ça, je te laisse Maxime. Et pour rebondir sur le fait qu'il y a de la place, il y a une équipe qui est à Beaune, je ne sais pas où vous voyez où c'est en dessous de Dijon. Ils sont une vingtaine à peu près. Beaune, c'est 10 000, 20 000 habitants. Ils ne se sont jamais rencontrés sur les mêmes dossiers, sur des villes qui sont quand même relativement faibles. Ça, nous, en région parisienne, c'est une seule ville, sauf qu'il y en a 50 autour qui font la même taille. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je me permets de compléter avec le télétravail, le rendez-vous. Moi, j'ai des clients, alors j'y vais au moins une fois quand même, parce que sinon ça ne pourrait pas être mon client, mais après, il n'y a plus de sujet. Et sur le bout de la France, ça pose aucun problème. Et ça, moi, j'en ai une, elle habite à La Réunion. Une des clientes, oui, c'est une cousine de ma copine, elle est à La Réunion. Donc je vais aller faire des rendez-vous tranquille, là-bas au soleil. Donc c'est aussi un sujet. Tout ça pour passer ça en frais professionnels. Maintenant qu'on s'est dit ça, on a vu qu'il y avait de la place par rapport aux attentes des clients, on a vu qu'il y avait de la place par rapport à nos concurrents. En fait, en quoi consiste notre métier? C'est assez simple. Ça va être d'abord de définir les objectifs, les projets de vie de nos clients. Ça peut être premier appartement, premiers investissements, que ce soit immobilier ou financier. Comment tout de suite réussir à générer des revenus complémentaires à terme. Ensuite, on va faire un diagnostic de leur situation financière et patrimoniale, simplement savoir si ce qu'ils ont mis en place, ça correspond à leur projet. En découle une stratégie qui va être sur mesure par rapport aux différents projets, avec les contrats, les solutions qu'on va pouvoir mettre en place. Ça, c'est l'accompagnement par rapport à nos clients.
Mais notre métier ne s'arrête pas là. Il s'arrête aussi pour accompagner d'autres personnes à faire la même chose. Là, vous êtes ici, c'est pour qu'on vous présente, nous, qu'on vous ouvre l'esprit sur les différents modèles d'activité qui existent. Mais clairement, plus tard, c'est, si vous le souhaitez, de vous accompagner également. Comme Thomas le fait avec moi, comme moi, j'accompagne Maxime, qui est un ancien opticien, qui s'est reconverti, qui s'est lancé en même temps que moi, et je l'accompagne pour réussir à gérer toutes les solutions, faire ses rendez-vous clients, comment trouver des prospects, ce genre de choses. Donc en fait, c'est là où c'est super intéressant ce modèle-là, c'est qu'on peut accompagner des personnes qui ont un horizon complètement différent par rapport au nôtre. Là, vous êtes tous en gestion de patrimoine, vous connaissez le sujet. Là, Maxime, il est opticien, mais lui, à part faire des lunettes, il ne connaissait pas le sujet du tout. Donc là, c'est aussi, pour soi, hyper motivant de pouvoir les accompagner. Et ça permet, je dirais une chose aussi, c'est, on parlait de se développer au contact d'une activité. Aujourd'hui, notre activité permet d'être lundi, d'être commercial, de aller voir ses clients, et le mardi, d'être manager. Et le mercredi, de revenir conseiller. Et je pense que ça, c'est aussi, en tout cas, on en a parlé avec Maxence, ça, c'est aussi un des plaisirs. Moi, j'accompagne Maxence et j'ai plaisir à travailler avec Maxence, mais je ne fais pas que ça. Je vais aussi voir mes clients, et d'ailleurs, c'est ce qui me permet peut-être aussi d'être aussi compétent quand j'accompagne Maxence. Exactement, et puis le gros avantage aussi du métier et de la façon dont on le fait, c'est comme il l'a dit, c'est qu'on organise notre agenda. Le lundi, je suis producteur, le lundi plutôt, je suis manager d'ailleurs, le mardi, mercredi, je suis avec mes clients, le jeudi, je suis avec mes équipes, et le vendredi, en fonction des besoins, moi, je fais les deux ou je pars en week-end. Donc c'est l'avantage aussi de ce modèle-là, c'est qu'on peut être complètement libre par rapport à si on avait un supérieur qui nous dit « bah non, toi, tes missions, c'est ça, tu fais ça ». Et je ne sais pas vous, mais je pense que vous êtes tous soit en banque, soit en cabinet, vous êtes pour la plupart en banque. Comment vous faites vos rendez-vous clients? Vous êtes face à face avec le client, vous prenez vos notes de votre côté, je suppose, ou vous lui montrez votre écran, comment vous faites? Ouais. Ok. Souvent, la plupart du temps, tu as de la chance alors, parce que moi, je l'ai vu pendant 1 an au cabinet, c'était en face à face ou même en visio, simplement on échangeait avec le client et il n'y avait rien qui se passait, quoi. Là, l'avantage du réseau, c'est qu'on va développer des outils uniques, et pour ça, on va vous montrer une petite vidéo. Comment tu sais? Ok. Et vous, quels sont vos projets pour demain? Pour après-demain? Pour après-demain? Et d'ailleurs, vous savez où trouver les ressources nécessaires pour les réaliser? C'est vrai qu'on ne nous a jamais appris à gérer notre budget, à développer notre patrimoine ou à financer nos projets de vie. Alors, on peut vite se sentir perdu. Imaginez un monde où il est possible de gérer son budget simplement, d'obtenir des conseils clairs, fiables et objectifs. Imaginez que la gestion de patrimoine ne soit plus réservée à une élite, mais devienne accessible à tous, quel que soit son âge, ses connaissances et sa capacité d'épargne. Ce monde existe, c'est Filiance. Un univers entièrement conçu pour mettre votre épargne et votre patrimoine au service de vos objectifs. Pour commencer, personnalisez votre profil et celui de vos proches. Définissez ensuite vos objectifs et, en quelques clics, mettez en perspective vos projets tels qu'un achat immobilier, le financement des études de vos enfants, la préparation de votre retraite ou encore le voyage de vos rêves. Enfin, identifiez vos ressources disponibles grâce au coaching budgétaire. Tout au long de votre parcours, vous pouvez profiter de nouvelles fonctionnalités dans votre espace Filiance et choisir d'être accompagné par une équipe de professionnels. Parce que vos choix financiers ont un impact important sur vos projets de vie, ces experts vous aident à vous poser les bonnes questions. Quelles sont vos priorités? Quelle part de votre épargne sécurisée et quelle part investir? Où et comment investir votre argent? Pendant combien de temps? Vos conseillers Filiance répondent à toutes ces questions et vous guident de façon pédagogique, parce que bien comprendre est toujours la meilleure façon de bien décider. Et comme la gestion de patrimoine s'inscrit dans le temps, ce sont également eux qui vous accompagnent dans la réalisation de vos objectifs. Avec Filiance, la gestion de votre budget et de votre patrimoine n'a jamais été aussi accessible. Alors, prêt à prendre les bonnes décisions pour vos finances? C'est maintenant à vous de jouer. Qui va nous permettre de plus en plus pouvoir être plus fluide sur les rendez-vous clients. Hop, merci. Donc là, bon, j'ai un slide un peu, vous m'avez compris, très pushy, mais en fait, ce qu'on est en train de vous dire avec Maxence, c'est ça que c'est important, c'est qu'il n'y a pas de modèle idéal, d'accord? Il y a le modèle qui vous ressemble. Il y a le modèle qui vous permet, vous, de définir votre cadre d'épanouissement, ok? Et nous, on est en train de vous dire qu'avec cette conférence, ce qui est important, c'est d'être curieux, curieuse, de se poser la question.
Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, et j'aime beaucoup cette phrase, en tout cas elle résonne beaucoup pour moi, c'est que échouer c'est apprendre, ne rien faire c'est perdre. Et il y a bien un conseil que j'ai envie de vous donner, c'est ne vous sous-estimez pas. Vous ne savez pas de quoi vous êtes capable tant que vous n'avez pas essayé. Je ne dis pas qu'il faut absolument essayer ce qu'on est en train de vous dire là, d'accord? Je dis juste que comme parfois vous faites une période d'essai pour telle boîte, parfois vous faites une période d'essai pour tel job, et bien justement, nous on a mis en place une période d'essai pour savoir si c'est ce modèle qui peut vous correspondre, si parfois c'est ce job qui peut vous correspondre, parce qu'il n'y a pas de raison, vous avez peut-être envie d'être curieux et d'essayer, et nous on est là pour vous aider à prendre aussi une décision et vous dire est-ce que c'est oui ou non le modèle qui peut vous intéresser. Donc c'est ça qu'on est en train de dire, et je veux que ça soit bien clair, c'est qu'il y a plein de modèles, il faut juste trouver le vôtre, celui qui vous correspond. Maintenant qu'on s'est dit ça, je vous propose juste une petite devinette avec un petit QR code, mais surtout la petite devinette qui arrivera à trouver qui est derrière ce QR code. Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à ces questions. Les 95 restantes viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% des réponses avant de partir restent sur place. Qui a dit ça? Non, c'est pas moi. C'est pas Thomas en hiver. C'est qui? Vous l'avez vu passer à la télé. Il va au pôle Nord, au pôle Sud. Qui? Mike Horn. En effet, c'est Mike Horn qui se trouve derrière ce QR code. Là, ce qu'on veut dire, c'est que les 5% que vous avez là, c'est votre pourquoi. Pourquoi vous voulez ce job? Pourquoi vous choisissez ce modèle? Définissez votre pourquoi et vous verrez que le chemin est beaucoup plus facile. Maintenant, de manière très simple, soit, je ne sais pas l'heure qu'il est, soit 50. il reste 50, on a encore quelques minutes, merci d'être venu. Soit il reste quelques minutes pour poser des questions, soit le QR code, c'est important pour vous, c'est important pour nous, c'est important pour PPA, de comprendre si ça vous a plu, est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez voir traités, d'autres qui n'ont pas été traités, on aura l'occasion de revenir aussi ensemble. Ça permet aussi, pourquoi pas, de pouvoir poursuivre l'échange de manière individuelle. Et on vous propose, pour celles et ceux qui le souhaitent, on va rester avec Maxence après le séminaire ce soir. On peut se retrouver dans un endroit un peu moins formel. On peut aller boire un verre à la barre au rond-point à 17h30 pour celles et ceux qui souhaiteraient continuer les échanges. Voilà, et maintenant le micro est pour vous, si vous avez des questions. Merci à vous. Merci à vous.